Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième émission thématique de fin d'année. Je devrais dire cette deuxième émission traditionnelle thématique de fin d'année, pour laquelle nous recevons Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier, bonjour. Bonjour. Et nous parlerons avec vous de votre cinéma sur la guerre de 14 et aussi du cinéma en général sur la guerre de 14, dont le 100e anniversaire de l'armistice a été célébré récemment. Je dois très volontiers repréciser au début de cette émission qu'elle est soutenue par la compagnie d'assurance MMA, c'est-à-dire que cette compagnie participe au financement de l'émission et aussi, ce qui n'est pas moins important, participe à la diffusion de cette émission en la faisant connaître auprès de ses employés et aussi auprès de ses clients. Cette émission, je remercie ce soutien qui est maintenant un soutien établi, mais je remercie aussi ceux de nos auditeurs qui, par le biais de www.lenouvelespritpublic.fr, se sont abonnés ou vont s'abonner à notre podcast, et aussi ceux qui nous ont, par les autres moyens possibles, soutenus, dont je vais lire les 5 premiers noms: Agnès Louis, Colette Curtil-Pellier, Rémi Rapegno, Guillaume Huchet et Karim Benabed. Je passe maintenant la parole à Marc-Olivier Padis, directeur de la Fondation des études de la Fondation Terra Nova. Je remercie pour ma part Emmanuel Thorens, Nicolas Vanderschmidt, Marie Reboul, Vincent Roy et Antoine Billon. Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine. Oui, mes remerciements vont à Raphaël Berg, à Denis Barilla, à Georges Bradier, à Thierry Demitry et à Xavier de Klochevski. Bertrand Tavernier. Jean-Christophe Hanoteau, Franck Desmarais, Thierry Michelin, François Gruau, Nicolas Tessier, je les remercie. François Bujon de l'État, ambassadeur de France. Et pour ma part, j'adresse nos remerciements à Hugo Ramos, Christophe Litwin, Frédéric Goutard, Agnès Lyon et Chantal Huette. Loués soient-ils les uns, les unes et les autres. Bertrand Tavernier, je l'ai dit, nous allons nous intéresser au cinéma et à la Grande Guerre, et je voudrais commencer cette émission par ce texte. C'est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres terribles. Mais par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les Champs-Élysées lors du défilé de la Victoire, environ 3 heures, je crois, j'ai calculé que dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de 11 jours et 11 nuits. Pardonnez-moi cette précision accablante. Ce sont les dernières phrases lues par Philippe Noiret de la lettre d'un personnage fictif, le commandant Delaplane, sorti des imaginations associées de Jean Cosmos et de la vôtre, Bertrand Tavernier, pour les besoins de La vie et rien d'autre, l'un des films qui aura le plus contribué à la mémoire de la guerre dont nous venons de commémorer l'armistice. Capitaine Conan, du même scénariste et du même réalisateur, redonne vie à ce corps expéditionnaire d'Orient dont les soldats poursuivirent la guerre dans les Balkans bien après que les cloches avaient fait retentir l'heure de l'armistice. Le succès de ces 2 films, que vient amplifier leur audience à chaque passage à la télévision ou sur le câble, est assurément dû à leurs auteurs et à leurs interprètes, mais ce sont aussi des œuvres qui atteignent en nous quelque chose de profond et souvent d'informulé, le vertige devant l'ampleur de ce que cette guerre aura détruit, et le besoin inlassable de savoir, de comprendre et de compatir. Dès les premières années de la guerre, le cinéma fut mis à contribution, tantôt pour répondre à ce besoin, tantôt pour promouvoir telle ou telle vision du conflit. 100 ans plus tard, la Der des Der continue d'inspirer les cinéastes, même s'ils l'abordent sous un angle différent ou inédit, celui par exemple de la place des femmes dans une société en guerre, comme Xavier Beauvois dans un film très récent, puisqu'il date de 2017, Les Gardiennes. Bertrand Tavernier, nous aimerions voir avec vous comment le cinéma
à traiter du premier conflit mondial, comme nous avions vu avec vous du temps où nous étions sur la voie hertzienne, comment le personnage de Lincoln avait été traité par le cinéma. Mais cette guerre a été le sujet de 2 de vos films. Or, vous êtes quelqu'un qui changeait de sujet d'une manière même particulièrement impressionnante d'un film à l'autre. 2 films autour de la même période et autour du même sujet. Il me semble que ça nous pousse à vous demander comment la guerre de 14 est entrée dans votre vie. Presque, j'ai envie de dire par hasard, mais en fait, je pense qu'il n'y a jamais de véritable hasard pour un cinéaste, pour un créateur ou pour un romancier. Il se trouve que dans un cas, je suis tombé sur un chiffre en lisant une préface de Didier Deninx, et tout d'un coup, j'ai le chiffre de 520 000 disparus en 1920, et que ça m'a sauté à la gueule. Et je me suis posé plein de questions. Pendant très longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'un disparu? Est-ce que ça se retrouve? Comment? Là, je ne savais rien, et peu de livres, aucun livre ne répondait à ce moment-là à ce genre de questions. Même si parfois on trouvait certains personnages qu'on peut considérer comme disparus provisoires et revenus dans un livre ou dans une pièce. Le voyageur sans bagage d'Anouilh, par exemple. Mais et puis l'autre, c'est en relisant un roman que mon scénariste et ami Jean Cosmos pensait adapter pour la télé, en le relisant, que tout d'un coup l'envie est venue absolument de m'y replonger. Donc c'est deux manières. C'est le roman de Roger Vercel. Le roman de Roger Vercel, Capitaine Conan, et je lui ai dit, mais faut pas faire ça pour la télé, faut le faire aussi pour le cinéma. En plus, l'adaptation que lui demandait la télé, je trouve, déformait le livre, puisque il pouvait pas tellement faire de scènes d'action, pas de scènes à grand spectacle, et qu'on lui avait demandé de développer le personnage d'Erlan. Donc c'était en plusieurs épisodes, il y avait tout un épisode sur la vie de Jean Erlan et sa mère. Erlan, qui est l'instituteur. Erlan, c'est le jeune soldat qui a déserté et qui va être condamné à mort, qui est condamné à mort. Et je lui ai dit, mais non, faut... Et on s'est aperçu que là, les gens œuvrant pour à l'époque, la deuxième chaîne, Antenne 2, n'avaient pas acheté les droits. Ils avaient payé Jean Cosmos, ils n'avaient pas acheté les droits, donc nous on les a achetés avec ma société de production, et on leur a dit, vous ne pourrez jamais faire le film, puisque c'est nous qui avons les droits du livre maintenant. Et voilà, et on s'est lancé. Donc, mais c'est je suis rentré par 2 portes différentes. Et en même temps, il y avait sans doute l'envie très forte de traiter ça, parce que j'avais lu tellement de livres, de romans, notamment. Ce sont par les romans que je suis beaucoup rentré là, par évidemment Dorgelès, par Barbus, mais aussi par Gabriel Chevalier, par La Peur, qui est un des plus beaux livres qu'on ait écrit sur la guerre de 14, Maurice Genevoix, et puis Kessel, L'équipage, enfin tous ces livres-là, Sandrars. Sur La Peur, je voudrais juste m'arrêter une seconde, parce que c'est moi-même un livre que j'ai découvert tardivement. C'est signé de l'auteur de Clochemerle. Ça probablement a dû jeter une certaine ombre sur le reste de son œuvre. Mais c'est en effet un livre absolument remarquable et qu'on trouve encore relativement facilement. Jean-Louis Bourlange? Oui, je voudrais poursuivre sur la fascination de la Première Guerre mondiale. Vous êtes enraciné dans une famille patriotique et vous regardez cet objet, nous le regardons tous, je crois, et je veux savoir comment vous démêlez tout cela avec un mélange d'horreur que vous décrivez
le chiffre cité tout à l'heure est absolument incroyable sur ce défilé des morts qui prendrait des journées. 11 jours et 11 nuits. Oui, ça c'est tout à fait. On est donc saisi, et dans votre film, que ce soit dans cette comptabilité absolument terrifiante que c'est de réaliser le commandant de la Plagne dans La vie et rien d'autre, ou dans la violence de Capitaine Conan, on est saisi par l'horreur de la guerre. Et en même temps, il est évident qu'on a tous chevillé au corps une sorte de notre patriotisme profond, le fait que la France ait été attaquée, que la guerre se soit déroulée sur le territoire français, sans aller jusqu'à ce que dit le général de Gaulle au début des Mémoires de guerre, qui lui impavidement dit « nous magnifions à l'avance cette grande aventure », nous sommes quand même saisis dans un cycle d'héroïsme, d'admiration pour les héros, d'admiration pour les défenseurs du pays, pour les défenseurs de la République et de la liberté, et on vit en permanence cette double relation à la guerre. Ça a été très sensible dans les commémorations conduites par le président de la République. Et je voudrais savoir comment vous ressentez ça, ce double mouvement d'horreur et d'admiration. Bertrand Tavernier. Bien sûr, de manière schizophrénique, bien sûr. Oui, très fort. Je suis à la fois... J'étais marqué par une très grande admiration, puis qui a grandi au fur et à mesure que je me plongeais un peu dans la réalité quotidienne en travaillant sur le film, une très grande admiration pour les fantassins, pour les poilus, pour ce qu'ils ont subi, pour leur courage, pour qui est, je sais pas, dont on peut même peut-être on peut presque plus avoir l'idée tellement c'était violent. D'une très grande colère contre la stupidité, je sais pas, je cherche les mots, il y a plus la stupidité criminelle, l'irresponsabilité, l'aveuglement d'un grand nombre de chefs militaires, parce cette espèce, je dis toujours, mais c'est trop facile, que c'est presque le début d'une sorte de technostructure qui ignore complètement le terrain, qui ignore ce qui se passe sur place et qui décide d'offensives qui, sur le papier, ont l'air aussi belles que certains plans élaborés par les politiques. Maintenant, elles sont abstraites. Elles ne tiennent pas compte du terrain, de la boue, de la pluie, et surtout de l'ennemi, des offensives qui finalement vont faire tuer des 80 000 personnes pour ne pas gagner 1 mètre de terrain. Ne pas gagner 1 mètre. Donc, j'étais toujours partagé entre ces deux choses, entre ces deux sentiments, et il faut faire les films. Je pense que si on veut faire un film qui soit intéressant, il faut accepter cette dualité, il faut accepter d'avoir des sentiments contradictoires, il faut accepter aussi que vous n'essayiez pas d'imposer vos propres convictions aux personnages. Il faut que les personnages aient le droit d'exister par eux-mêmes. J'avais trouvé, en découvrant après coup, hélas, chez la fille d'André Vercel, qui m'a communiqué des masses de documents, alors que le film était mixé, j'avais trouvé des notes de Roger Vercel sur Conan, extraordinairement intéressantes, et dans l'une, il écrivait « En vivant avec ce personnage, et Conan, j'ai l'impression constamment de côtoyer l'abîme », écrit-il de la main. Et je trouve que c'est ça. Et il faut l'accepter, il faut penser qu'on côtoie l'abîme, et que Conan peut être à la fois un personnage terrible, terrifiant, mais que aussi c'est quelqu'un, et là moi j'ai commencé à l'aimer énormément quand tout d'un coup je découvre que c'est quelqu'un qui va accepter d'aller sur le terrain
pour comprendre quelle pouvait être la réaction d'un jeune soldat, d'un jeune Français. Quelle est la réaction? Qu'est-ce qui va le pousser à déserter? C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose, lui, qui déteste les déserteurs. C'est pour lui l'engeance la plus méprisable. Il va quand même essayer de comprendre ce que ne feront aucun des juges militaires. Ça. Il va aller là, la nuit, les explosions, de se mettre dans la tête de quelqu'un qui est perdu, qui perd tous ses moyens face à l'ennemi. Et je trouve que c'est un acte d'humanisme, de tentative de compréhension qui tout d'un coup est aussi l'autre volet du personnage. Et qui m'a là, je me suis un peu soudé à lui avec ça, tout en vraiment par ailleurs, en n'arrivant pas à admettre qu'il puisse accepter de couvrir des exactions absolument effrayantes, des meurtres de civils. Là, il y a tout ça, et c'est ce qui rendait le propos du livre passionnant, et c'est ce que j'ai essayé de respecter. Mais je dis, et de ne pas imposer ce que je pensais, de ne pas dire, c'est juste. Parce que une partie de la presse, j'avais eu, pendant la presse communiste, avait dit que c'était un livre fasciste. Conan. Or, pour moi, le fait que quelqu'un aille sur le terrain pour comprendre ce qui pousse un jeune type à déserter, c'est pas du fascisme. C'est quelque chose. Il y a une compassion là, il y a une volonté de connaître la réalité. Et quand il dit à De Sève, c'est toi le responsable. De Sève, qui est le lieutenant. Oui, le lieutenant supérieur, le lieutenant de cet homme qui déserte, il dit, c'est toi le responsable. Le Toubib trille les poitrinaires, les tuberculeux, tu dois faire la même chose et ne pas envoyer quelqu'un pour une mission extrêmement importante, simplement par des réflexes de caste, des réflexes de famille. Et là, je trouve que d'une certaine manière, Conan questionne même le système de l'armée de manière extrêmement forte et devient un personnage tout à fait encombrant, dont il faut se débarrasser. François Bujon-Létang. Ce qui me frappe dans Conan, puisque nous parlons de lui, c'est que c'est un personnage qui n'existe que par et pour la guerre, puisque la scène finale du film, et du livre d'ailleurs, le montre totalement désarmé après la guerre, dans le retour à la paix. C'est un homme qui a perdu littéralement sa boussole en quittant la guerre. C'est un homme de paroxysme. C'est un homme qui ne vit que dans le danger, dans la violence, dans l'audace, puisque ses missions sont extrêmement audacieuses. Mais c'est un homme que la guerre révèle à lui-même et que la fin de la guerre, finalement, laisse sur le sable, comme la marée qui se retire. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, sauf que c'est un homme, il vit dans le paroxysme, et il vit aussi dans une communion avec ses hommes. Oui, bien sûr. Il est devenu, sans jamais l'avoir cherché... Oui, au point de couvrir leurs exactions. Oui. Au point de passer de l'autre côté de la loi. Mais il vit dans une grande proximité, une grande communion avec ses hommes. Il sait les commander, il sait s'occuper d'eux, et il va peut-être trop loin. On peut se dire aussi que la société civile n'a jamais su exploiter ses qualités. Que c'est dommage que ces qualités qui se sont révélées par hasard dans la guerre, puisqu'il il ne s'est pas engagé, c'est pas un militaire de carrière, c'est quelqu'un qui a été amené par la conscription à se révéler presque à lui-même et aux autres, mais qu'après, et donc il est devenu un seigneur, il est devenu un potentat. Il régnait sur tout son petit royaume, et qu'à la fin, surtout qu'à cette époque, il n'y avait pas vraiment de récupération psychologique, il n'y avait pas
tout un travail. Tout ça a été abandonné. Le gouvernement français a été très en retard là-dessus, sur tout ce qui était traumatisme de guerre. Il l'était encore à l'époque, quand je faisais La guerre sans nom, à l'époque de La guerre sans nom sur la guerre d'Algérie, où les chiffres des gens affectés mentalement par la guerre d'Algérie n'étaient jamais officiels. On refusait de donner des statistiques. On fermait tout ça. Il y a un refus absolu de traiter les conséquences de ça. Or, j'ai fait, moi, 2 films qui sont sur les conséquences aussi. Qui sont sur les conséquences. Conan, c'est comment est-ce qu'on arrête une guerre ? Comment est-ce que ça s'arrête une guerre ? Et avec les effets sur les gens. Est-ce qu'on arrête une guerre comme on arrête une partie de foot ? On s'aperçoit maintenant que c'est parfois difficile d'arrêter une partie de foot. Il paraît qu'il y a des... Et La vie et rien d'autre, c'est sur comment est-ce qu'on gère ce qu'il y a après la guerre. À la fois le désastre, l'horreur, les pertes, mais aussi l'espoir qui commence à renaître, mais aussi le fait de tâtonner à nouveau pour commencer à marcher dans un univers pacifié. Marc-Olivier Padis. Je voudrais continuer justement sur ce film Capitaine Conan, qui est très frappant quand on le voit, parce que vous avez fait un triple décalage par rapport au film sur la guerre de 14. Le premier, c'est que d'abord, vous êtes déplacé de front, vous êtes allé sur le front des Balkans, et peut-être ce choix n'était pas anodin, parce que le film sort en 96, on est à ce moment-là en plein milieu des guerres d'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire on sort de la guerre Bosnie-Croatie, il va y avoir la guerre du Kosovo, donc front d'Orient. Ce que vous avez dit, deuxième décalage, la poursuite de la guerre après la guerre, qui est une histoire peu connue de la plupart des Français. Et puis la troisième chose qui est très frappante, c'est la violence guerrière, et même la violence irrégulière, parce qu'on n'a pas encore dit, mais Capitaine Conan est à la tête d'un groupe qui va égorger les gens en faisant un corps franc. Les ancêtres des commandos. Et la question que je me suis toujours posée, c'est que vous avez parlé de vos lectures de romans, mais en même temps que sortait ce film, il y avait tout un travail d'historien de la guerre de 1914-18 qui portait justement, qui ont mis l'accent davantage sur la violence de la guerre, la violence ordinaire, l'expérience ordinaire des poilus, autour de l'historial de la Grande Guerre à Péronne, qui avait ouvert en 92 et qui a donné lieu à un livre qui a beaucoup marqué de Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker, qui s'appelle « Retrouver la guerre ». Avec le thème « Retrouver la guerre », justement, un peu par rapport à la question de Jean-Louis, c'est plus la grande guerre héroïque, mais la guerre vraiment les pieds dans la boue, dans les tranchées. Et je voulais savoir si c'était quelque chose, si le travail des historiens avait rencontré, c'était une rencontre fortuite, ou si vous aviez fait aussi des lectures dans ce domaine. Bertrand Tavernier. Le travail des historiens sur la vie et rien d'autre, je crois que je les ai précédés. En tous les cas, Stéphane Audouin-Rousseau a toujours dit, il l'avait écrit dans le débat, que par 2 fois, j'avais fait des films qui avaient, notamment le premier, 10 à 15 ans d'avance, je ne me rappelle plus le chiffre qu'il citait, sur l'ensemble des historiens. C'est un bel hommage, ça, quand même. Hein. Oui, c'est un hommage, ça m'a beaucoup touché, et Stéphane Audouin-Rousseau a été un immense défenseur de Conan et de la vie. Mais quand on fait la vie, quand on écrit avec Jean Cosmos La vie, rien d'autre, on n'a rien. On n'a rien. On invente nous-mêmes dans une sorte de travail de Sherlock Holmes à partir de ce que trouvait Jean, la liste des objets qui permettaient de repérer les gens qu'on trouve dans toutes les comptes rendus des sépultures militaires, comme ça. Mais il n'y a pas de livre sur la recherche des disparus. Et je me souviens, moi, d'avoir eu la visite chez moi un matin assez tôt d'un officier assez âgé, il avait 14 ans, le lieutenant-colonel Créange, qui était le président, je crois, des anciens combattants, qui était venu à pied des Invalides. J'habitais dans le 3e arrondissement. J'ai dit félicitations. On conserve la marche à pied. Hein. Là, et qui me dit, j'ai vu 3 fois La vie, rien d'autre. D'abord, je voudrais 2 questions très simples. Comment vous avez fait pour ne faire aucune erreur ? Et la deuxième, c'est comment ça se fait que vous avez réussi à raconter un épisode de ma vie que je n'ai raconté à personne ?
J'étais cet officier derrière cette table. J'étais en tous les cas un des officiers qui voyait arriver les familles et il faut rappeler la séquence. Il y a donc les familles cherchent à identifier, à retrouver le corps de leurs parents, et sur de longues tables en tréteaux sont disposés des objets personnels qui ont été retrouvés autour de cadavres, et les familles doivent, on espère qu'elles retrouveront des briquets sculptés, dans des douilles d'obus, tout c'est extraordinairement bouleversant. Il me disait, j'étais là. Alors moi, c'était pas l'endroit que vous décrivez, c'était plutôt en Champagne, c'était plutôt... mais il disait, j'étais là avec les gens qui venaient pour essayer de voir s'il y avait, je sais pas, un objet avec des initiales ou le nom comme ça. Mais on est parti à partir de nos idées, on a inventé. Je dis, c'est un travail de, vous savez, les déductions de Sherlock Holmes, où quand il explique à Watson que la personne qui est venue est irlandaise, qu'elle a visité une fois l'Afghanistan, et à partir de détails, il reconstruit. Et nous, on reconstruisait. Après, on a été aidé petit à petit sur le terrain, quand on parlait au maire de Verdun, qui vous racontait sa mère, qui avait un petit café, jusque dans les années 30, il y avait des gens qui venaient, qui demandaient qu'on mette des photos sur un mur du café pour peut-être aider à l'identification d'un membre de la famille, jusque dans le début, jusque genre 33, 34. Et ça, c'était pas dans le scénario, je l'ai rajouté, ça. On avait assisté, on nous avait raconté à Verdun que quelques jours avant, ils avaient déterré, en faisant une tranchée pour EDF, un corps d'un soldat encore en habit garance, avec ils avaient trouvé un petit médaillon, et puis son nom. Ça avait permis d'identifier quelqu'un dans le Nord, et des gens de la mairie de Verdun lui étaient venus et avaient frappé à une porte, une très vieille dame leur avait ouvert, il lui avait montré le médaillon d'une jeune femme, et elle avait dit « Moi, j'ai le même ». Et elle avait un médaillon de jeune homme, elle dit « Et c'est la première fois que je le vois depuis qu'il est parti, je crois 17 jours après notre mariage ». Et là, quand on vous raconte ça, que vous avez commencé un film, vous êtes marqué, mais marqué de manière incroyable. Et moi, j'ai vécu là-dedans. J'ai vécu dans cet univers où pendant le week-end, Philippe Noiret voulait retrouver les traces de où avait vécu son père à Verdun. Donc, on pilotait sur les endroits. On allait dans les forêts, un peu autour de Verdun. Et là, la personne qui était un peu le conseiller militaire du film, le lieutenant-colonel Lemarec, il grattait dans la terre, puis on sortait des ossements, des douilles. Maintenant, toujours, mais partout. Là. Et là, moi, j'étais complètement bouleversé par ça. Je me disais, mais si la Terre a plus de mémoire que nous, c'est terrible. C'est terrible. Alors voilà, ça m'a marqué. Mais je me souviens de réactions à la vie et rien d'autre. Je me souviens de Jacques Attali, venant voir le film, et disant, vous venez de me faire découvrir un épisode de la vie de mon pays que j'ignorais totalement. Oui, je veux dire, c'est vrai. Et c'est ce qu'a dit, d'ailleurs, après Stéphane Rory, ils ont fait ce livre. Alors c'est vrai que quand je commence Conan, je pense à ces travaux d'historien, évidemment. Je les lis, il y a très peu de choses sur l'armée d'Orient. Je trouve très peu de renseignements. On n'a jamais réussi à trouver quel était l'uniforme des corps francs, par exemple. Jamais. Il n'y a aucune description, nulle part. Donc, on a inventé. Je me suis dit, c'est des gens qui rampent dans la pierraille, puisque le sol, c'est un sol caillouteux, c'est pas la boue de la Champagne, du chemin des Dames, c'est des collines presque de western.
Et donc, sur la Piraille, ils peuvent pas avoir leur accoutrement réglementaire. Donc, on s'est dit avec Jean Cosmos, c'est des gens qui s'habillent comme des bandits locaux, comme des bergers, des bandits locaux en peau de bête, rien de ce qui fait de bruit, pas de groll, rien de métallique en dehors des armes. Et après, personne, je veux dire, il n'y a rien qui justifie, qui historiquement n'appuie ça. Sauf que ça paraît complètement vraisemblable. Est-ce que vous vérifiez la phrase d'Oscar Wilde, la vie imite l'art, donc oui, il faudrait que la vie se conforme absolument à vos intuitions. C'est possible, c'est formidable. Oui. François Bujon de l'État. C'est effectivement la seule œuvre cinématographique que je connaisse qui soit consacrée à cette guerre. Je ne peux même pas dire non déclarée, mais cette guerre poursuivie au-delà de l'armistice. Il y a le dernier film de Jean Becker qui fait allusion, là, le dernier. Oui. Oui. Alors, d'après Ruffin. Bon, votre film se situe effectivement sur le théâtre des Balkans. Il y a plusieurs films sur la Première Guerre mondiale qui se situent d'ailleurs en dehors du champ de bataille européen, si j'ose dire. Il y a Lawrence d'Arabie qui nous montre quand Gallipoli. même... Il y a Gallipoli de Peter Weir qui date du film. début des années 80, qui montre la bataille des Dardanelles. Il y a même des scènes dans le Docteur Zhivago d'ailleurs, qui montrent la débandade et la révolte au sein de l'armée russe, sur le front russe, qui est très très peu montré finalement dans tout cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis très frappé dans ce que vous dites et dans ce que on a pu voir de tous ces films par le fait que l'horreur est souvent, elle n'est pas montrée, elle est suggérée. Elle est montrée en creux, si j'ose dire, ou en négatif, par toutes sortes de choses. La recherche des disparus, comme dans La vie et rien d'autre. L'aventure de toutes les gueules cassées, comme dans La chambre des officiers, par exemple, ou même dans Au revoir là-haut, c'est le thème général des gueules cassées. On approche finalement l'horreur, non pas en la montrant ou en la décrivant, mais en montrant des manifestations, j'allais dire, périphériques ou postérieures. Pourquoi est-ce qu'on a reculé devant... Regardez, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale. On montre la guerre, on montre le débarquement, on montre la plage d'Omaha. Il faut sauver le sergent Ryan, on vous montre clairement le combat. Dunkerque, on vous montre clairement les combats. Sur la Première Guerre mondiale, on suggère plus qu'on ne montre, ou on montre les résultats. Bertrand Tavernier. Pourquoi ces deux traitements différents ? Non, il y a un grand nombre de films qui montrent vraiment les Croix de bois, l'horreur des batailles dans les Croix de bois, l'horreur des bombardements, ces courses où les gens se font hacher à la mitrailleuse. À l'Ouest, rien de nouveau. Évoque quand même le carnage de manière très, très impressionnante. Les grands travelling de Milestone, où on voit des files de gens se faire faucher. Non, l'horreur, elle a été montrée. Moi, dans les sujets que j'avais, il fallait que je fasse attention. Par exemple, ces gens qui vont chercher des cadavres, d'abord, j'avais pas le budget, j'avais pas l'argent pour reconstituer des cadavres en décomposition. Et ensuite, je ne le voulais pas. Je voulais que l'horreur se lise dans les yeux des gens qui regardent les cadavres. Pour moi, c'est intéressant, ce sont les réactions. On a aussi maintenant, il y a tout un public qui est extraordinairement prisonnier des scènes d'action, des effets spéciaux, au point de penser, d'en oublier le sens. J'avais une discussion dans une classe sur Conan, où je demandais à certains des garçons pourquoi il paraît qu'ils avaient ri au moment où les hommes de Conan fracassent le crâne d'une caissière de café contre un comptoir. Là. Et je leur dis, vous trouvez ça drôle de tuer une femme comme ça ? Il m'a dit, ah non, monsieur, non. C'était juste que c'était très bien fait, comme les effets là étaient très bien faits. Je dis, mais le contenu, et il y en a un qui me dit, mais ce ne sont que des images. Donc on a affaire à un public jeune qui refuse de les lire.
Donc, il faut faire très, très, très attention. Ce qui est fascinant, puisque Jean-Louis vous avez Bourlange. cité Soldat Ryan, c'est absolument fascinant de voir la bataille d'Omaha telle qu'elle est filmée dans Le Soldat, avec une violence extrême et comparée à D-Day. Où là, on a exactement les mêmes épisodes. Le jour le plus long. La même chose. Le jour le plus long. Oui, le jour le plus long, oui, pardon. Le jour le plus long, on a exactement la même scène avec Mitchum, etc. Avec, il y a des morts, mais il y a une distance par rapport au réalisme cru. Et là, c'est quand même une mutation, je crois, très profonde de notre regard. Il y a vraiment une fascination pour la violence brutale, directe, mise sous le nez, qui est quand même quelque chose d'assez récent. C'est vrai, c'est aussi la technologie le permet, les caméras très légères et tout. Moi, je conteste, la scène de Ryan est extrêmement impressionnante. Je ne l'aime pas, je l'admire, mais je ne l'aime pas, par exemple, je n'aime pas du tout les contre-champs sur les Allemands qui sont réduits juste à être des gens qui sont derrière une mitrailleuse. Oui. Donc, c'est juste des machines à tuer. Les Américains ont le droit de souffrir en mourant. Les Allemands ont juste le droit d'être des machines à tuer. Et c'est pour ça que dans Conan, par exemple, on ne voit jamais l'ennemi. Je ne montre jamais l'ennemi, en partant sur des réflexions que m'avaient faites des soldats de la guerre d'Algérie, qui pendant 4 ans s'étaient battus de manière... et sans voir un fait de la cas, hein, mais même des lettres de gens de la guerre de 14, qui ne voyaient des ennemis que quand ils étaient capturés ou morts. Donc de faire attention, ça. Mais Jean, vous avez raison, il y a eu... On a appliqué à ces scènes une sorte de réalisme très, très cru qui est moderne. Mais n'oubliez pas, les gens, quand ils voyaient À l'Ouest rien de nouveau, ou Les Croix de bois qu'il faut revoir, ils éprouvaient exactement le même sentiment, la même horreur. Les scènes sont au point que, pour le gouvernement allemand, D33, À l'Ouest rien de nouveau, devient le film qu'il faut détruire. Et il arrive à obtenir d'Universal, il pèse, puisqu'ils avaient leur contact à Hollywood, le fait que les versions soient amputées, et elles seront amputées de 27, de 35 minutes pendant des décennies, à la demande du gouvernement nazi. Parce qu'ils considéraient que ce film était beaucoup trop violent et était beaucoup trop anti-allemand. Voilà, donc il faut aussi se replacer dans l'époque. Il y a eu certains films qui faisaient le même choc que Ryan. Lequel Ryan, vous avez raison, était aussi une réaction de Spielberg contre Le Jour le plus long, contre le côté officiel du Jour le plus long. Oui, il y a quand même quelque chose qui me semble particulièrement frappant sur les représentations au cinéma de la guerre, c'est l'extrême contraste entre Charles Soldat et Johnny s'arrête en guerre, en passant par Lawrence d'Arabie dont on parlait tout à l'heure, ou par des films comme ces fameux Sentiers de la gloire qui n'ont pas été interdits pendant des années, qui n'ont pas été proposés en fait à la censure parce que les producteurs avaient la trouille d'avoir des représailles. Mais est-ce que justement, enfin, dans cette diversité, est-ce que ce qui n'est pas frappant pour vous comme pour moi, c'est, vous avez dit tout à l'heure, je ne voulais pas montrer des cadavres en décomposition, même si j'en avais eu les moyens matériels, je voulais les montrer à travers le regard et le regard horrifié de ceux qui les découvraient. C'est un peu Johnny Got His Gun d'une certaine manière. Et en même temps, l'extrême... côté extrêmement spectaculaire, même d'ailleurs des Croix de bois ou de À l'Ouest rien de nouveau, où là, au contraire, c'est cet effort. Et on est tout le temps entre les deux, comme vous disiez tout à l'heure, vous le disiez à propos de Conan, vous le disiez à propos d'Erlan, et moi, ça me frappe
précisément dans Capitaine Conan, c'est qu'au fond, Erlan, ce garçon déserteur, ce fils de famille qui s'est engagé pour faire comme les copains à Saint-Jean-de-Passy, puis aussi pour avoir l'air d'un homme vis-à-vis de ses parents et du reste de ses cousins qui, eux, sont beaucoup plus assurés dans l'existence que lui, il y a un moment où il vous dégoûte. Et il y a un autre moment où on a une compassion terrible pour lui. Et c'est la même chose pour Conan. Il y a un moment, c'est-à-dire cette espèce de brute effrayante, enfin, qui couvre des choses aussi infectes que celles que vous venez de dire, des gens qui fracassent le crâne d'une femme pour rien, pour du pognon. Enfin, c'est même pas. Et un autre moment qui est justement celui où il va avec l'aumônier, personnage magnifique joué par Claude Brosset. Claude Brosset, pardon, je ne retrouvais plus son nom, qui était un personnage, malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais il a traversé le cinéma dans des rôles d'une grande densité, d'une grande vérité humaine, et quand ils partent tous les deux dans la montagne à la recherche de ce qui pourrait expliquer la lâcheté d'un homme, et c'est cette diversité, cette complexité, ce contraste d'humanité, et je me demande, je le trouve dans vos films, et je me demande, vous le trouvez, quand il s'agit de la guerre de 14, dans quels autres films ? Je le trouve dans beaucoup de films. Je veux dire, La Grande Illusion. Enfin, il y a énormément de films de la guerre de 14 qui sont passionnants. Ici, par moments, ils sont ils paraissent moins violents, il faut se rappeler que la censure était, que les censures étaient souvent très présentes, mais je sais pas, vous pensez à la grande parade de King Vidor, déjà dans les films muets, la marche des soldats dans un bois que King Vidor a tourné avec un métronome, là, pour que tout ça. Et on voit petit à petit les gens tomber, et l'avancer, comme ça, ils continuent à avancer, et ils meurent. Et pour les spectateurs de l'époque, c'était aussi fort que Ryan maintenant. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas habitués à ça. Alors, la guerre de 14 a été, c'est là où je suis élément d'accord, l'horreur a été beaucoup montrée parce que ça servait aussi le pacifisme ambiant. Alors, soit l'isolationnisme américain, ça servait, donc les films américains insistaient sur l'horreur qu'avait été cette guerre, y compris dans des films qui en montrent aussi l'héroïsme, comme Les Ailes, enfin Wings de Wellman sur l'aviation, mais La Grande Parade est un film qu'on peut qualifier d'antimilitarisme. Il l'était dans des films allemands, 4 de l'infanterie de Pabst à ce moment-là, et il l'était aussi dans des films français, parce qu'il y avait un mélange de vraiment d'écœurement devant cette guerre, puis aussi d'espoir qu'il fallait pas que ça se reproduise. Donc ça se retrouvait dans beaucoup de films. Moi, je suis surpris par moments, par rapport à d'autres sujets de l'époque, à quel point ces films étaient francs. Mais souvent aussi, on les voyait dans des versions tronquées. Par exemple, oui, on pense aux scènes spectaculaires d'À l'Ouest un nouveau, mais il y avait une longue scène qui avait été coupée, où c'est 2 soldats dans un trou d'obus, dont un va agoniser pendant 12 minutes. Il y a une scène complètement intime qui est vraiment sur l'horreur de ce que c'est que quelqu'un qui est blessé. Je sais pas, il faut moi je trouve que les croix de bois, on rentre dedans et on éprouve une je sais pas, un sentiment d'horreur. Il y a une force inouïe dans le film. Et j'avais trouvé un document où Raymond Bernard, le cinéaste des Croix de Bois, raconte que quelqu'un, parce que presque tous les gens qui avaient participé au film avaient fait la guerre. Ce qui explique d'ailleurs peut-être aussi leur engagement. Que quelqu'un complimentait Vanel sur la scène où il va mourir, tout ça, en disant c'était magnifiquement joué. Et Vanel avait dit, mais non, ces scènes, on ne les joue pas, il suffit de se souvenir.
je trouve que c'est un mot extraordinaire. Extraordinaire. Je voudrais vous faire dire un mot sur un film qui a été tiré d'une pièce de théâtre qui, moi, m'avait beaucoup bouleversé quand je l'avais vu. Il avait été monté par Pierre Debauche au Théâtre des Amandiers. Je devais avoir 18 ou 19 ans. C'est Adieu que la guerre est jolie. À l'origine, c'est une pièce, c'est une comédie musicale britannique qui a été reprise ensuite par Richard Attenborough. Et je sais que c'est un film qui vous a touché. Ah oui, c'est un film formidable, traité par l'ironie, par la drôlerie, par la farce, notamment au début où on voit toutes les tractations politiques, les ruses de différents pays, tout ça traité comme dans une opérette où tous les chefs d'État sont traités, oui, comme des personnages d'opéra bouffe. Oui, d'Offenbach. Comme la mort de Staline, un peu comme le Oui, film. oui, je trouve que c'est magnifique en utilisant pratiquement que des chansons de l'époque. Je trouve que c'est une tentative très, très originale. Et en plus, qui donne, il y a plusieurs, magnifiques numéros d'acteurs de ces comédiens britanniques qui sont, quand ils ont un matériau comme celui-là, sont irremplaçables. De John Gielgud à Dirk Bogarde, ça, c'est assez formidable. Marc-Olivier Padis. Oui, en pensant à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez fait des films sur la guerre après la guerre. Ça me faisait penser à un film que j'avais beaucoup apprécié de François Ozon, qui est le récit en quelque sorte franco-allemand, finalement, d'un personnage qui cherche Franz du côté allemand. Il y a aussi La Veuve de guerre, qui est une figure assez touchante. Et le choix du noir et blanc, je me demandais si vous étiez posé la question de filmer couleur ou noir et blanc, parce qu'on pense aussi aux Sentiers de la gloire qui sont en noir et blanc. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce film. J'ai énormément aimé Franz. J'aime bien le film de Lubitsch, qui est un de ces rares films dramatiques, qui est parfois un peu pesant, mais qui contient des plans sidérants, et puis tu vois, qui est très étrange pour Lubitsch d'avoir l'homme que j'ai tué là. Mais j'ai énormément aimé le film d'Ozon. Mais pour vous répondre, non, j'ai toujours vu les films en couleur. Pour moi, il fallait qu'il y ait les uniformes bleus. Je voulais avoir des couleurs un peu désaturées. Je pensais aux couleurs. Alors, autre film qui parle, mais incidemment de la guerre de 14, mais qui en parle magnifiquement, c'est la vie et la mort du colonel Blimp, de Michael Powell, où il y a tout un passage sur la guerre de 14, aussi qui montre la manière dont certains gradés assez élevés de l'armée britannique ont une vision d'une guerre comme d'une guerre de gentleman, que même des soldats qui vont croiser, qui font partie des troupes du Dominion, des Australiens, réfutent totalement dès qu'il a quitté la Cagna où il y a des prisonniers allemands en disant « Soyez surtout, traitez-les normalement, bien, ça. » Et les types disent « Attends, maintenant que ce vieux schnock est parti, on va pouvoir y aller, on va pouvoir les passer à tabac. » Et on voit déjà la différence entre eux qui va culminer dans la guerre suivante, déjà entre deux personnes, deux générations qui n'approchent pas la guerre de la même façon. Et c'est aussi un très très beau film. Mais Franz, mais pour moi, Michael Powell m'avait marqué, et je voyais par l'utilisation de la couleur, et c'est ce que j'ai voulu faire dans La vie et rien d'autre. Et puis Conan, il y avait aussi les paysages, il y avait ces collines ensoleillées, il y avait les rochers, j'avais le côté western d'Anthony Mann que j'aurais perdu avec le noir et blanc. Et qui aurait donné un côté esthétique aussi, qui aurait un côté esthète. Tandis que là, la couleur, et il y avait la neige, enfin, l'arrivée de la neige à Bucarest, tout ça, je trouve que la couleur était importante. Et dans un cas comme dans l'autre, Bruno de Kayser pour La vie et rien d'autre et Alain Chocard ont fait un travail sur la couleur absolument formidable. Oui. Jean-Louis Blanche.
Oui, c'est très intéressant, cette opposition entre les deux conceptions de la guerre. Ça serait en fait ce qui sous-tendrait la grande illusion, Oui. avec les deux aristocrates d'un côté et le peuple. Simplement, dans la grande illusion, le peuple, c'est l'international. Oui. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est les fraternisations, le soldat qui donne une cigarette, je crois, et puis après, évidemment, la scène finale avec la fermière. Mais alors, je vous interroge, est-ce que vous trouvez que les films de fraternisation, Joyeux Noël, etc., sont... Bon, le grand film de fraternisation, le meilleur, c'est La Grande Illusion. Est-ce que vous avez le sentiment que il n'y a pas quelque chose de très souvent artificiel, que en fait on gomme justement quelque chose de très... Ce que dit d'ailleurs Audouin Rousseau quand on l'avait reçu ici, il disait il faut voir il était assez critique de Joyeux Noël notamment, et il disait il faut voir ce qu'écrivaient les soldats en 1918, au moment où ils vont entrer en Allemagne, ils écrivent à leurs femmes. Je me rappelle ce que disait Audouin Rousseau à notre micro. Ils écrivent à leurs femmes qu'ils vont violer les Allemandes. Ils sont il y a une démarche d'une violence extraordinaire. Et je trouve, est-ce que vous trouvez que cette volonté de fraternisation, qui est admirablement saisie par Renoir, est-ce qu'elle n'est pas très souvent artificielle, elle ne donne pas un côté eau de rose qui n'est pas du tout en phase avec la réalité décrite? Bertrand Tavernier. C'est vrai que la fraternisation a existé. Oui, il y a eu un moment, tout début de guerre, et Louis Barthas en raconte plusieurs exemples. Donc, pourquoi pas le montrer? Ça fait partie aussi. Il faut pas en faire de certains cas particuliers qui sont très bouleversants, très bouleversants. Il faut pas en faire un exemple général. Et c'est vrai que, mais beaucoup d'autres écrivains ont montré, à côté de ça, à commencer par Céline, Céline, a montré que c'était la rue qui aussi portait la guerre. C'est là, pour reprendre la fameuse expression mélenchonienne, c'était, il y a eu un accord entre les gens qui a mis du temps et même quand il y a eu des vagues de désespoir face à ce que la violence qu'on faisait subir dans les tranchées, des moments de doute terribles, sans doute, des moments de révolte et de rébellion, il restait un esprit patriotique et un désir peut-être aussi, alors c'était devenu un désir de se venger. Donc tout ça a coexisté, et ce qui est très difficile, c'est qu'il ne faut pas imposer, il faut jamais être univoque là-dessus. Il faut arriver à montrer qu'à côté de ça, il y avait des... Mais ça, La Grande Illusion, c'est magnifique. C'est mais parfait oui, là-dessus. Mais La Grande Illusion est un chef-d'œuvre absolu. Oui, il y a aussi une grande compassion et dans les Croix de bois. Il y a aussi, même pour l'ennemi. Il n'y a pas beaucoup de films, ou alors je me trompe, vous me corrigerez, il n'y a pas beaucoup de films qui se servent de l'humour pour montrer le fonctionnement militaire, le fonctionnement de la guerre. Il y a le film italien fameux de Monicelli, La Grande Guerre, oui, avec Gassman et Alberto Sordi, qui démonte d'une certaine manière les absurdités. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Il y a eu quelques comédies, il y en a dans le cinéma français qui sont pas toujours intéressantes à citer parce que elles sont quand même hélas la comédie de caserne avait oui, l'humour troupier. L'humour troupier. Alors, parfois, il y a certains films d'humour troupier qui, quand ils vont basculer vraiment dans la guerre, changent de ton et deviennent plus... je pense, moi, à un de la Légion, Fernandel, dont la première partie est
consistent en des scènes de comédie vraiment typiquement très proche du répertoire de Fernandel. Et puis quand il arrive dans la Légion étrangère et qu'il est commandé par Le Vigon qui lui dit « Maintenant, il va falloir tous nous unir contre les salopards », et construire des routes et amener la civilisation française, le ton du film devient sérieux. Alors je pense qu'il y a très peu de films. Et je pense que aussi le poids des associations, le poids des anciens combattants, pour eux, c'était pas une époque de rigolade. Donc ça empêchait ça. Et pourtant, la guerre de 14, c'est la naissance de Charlot. Oui. Il y a un texte de Blaise Cendrars que un film de 18, Charlot Soldat. Vous l'avez cité tout à l'heure. Il y a un très court texte de Cendrars où il raconte comment ceux qui étaient restés au front voyaient revenir ceux de l'arrière qui disaient « on a découvert un truc épatant, c'est Charlot Oui. ». Et donc, c'est aussi le début du cinéma de masse, finalement, qui va arriver juste après. Il y a même Harry Langdon, il y a plusieurs comédies qui vont... Il y a Laurel et Hardy, où il y a un truc très très drôle, où Laurel est oublié dans une tranchée. Et donc, il continue à faire les 100 pas, et il a tout un grand stock de boîtes de conserve, et on le récupère 15 ans après. Il a tellement marché que la tranchée s'est creusée. Là, c'est creusé, et pour lui, la guerre a... Donc, il y a eu quelques films. Le seul exemple de véritable comédie, c'est quand même Dieu que la guerre est jolie, la tentative, le premier film de Richard Attenborough. Oui. Dont on parlait tout à l'heure. Bertrand Tavernier, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission, mais comme au fond, grâce à Capitaine Conan, nous savons que la guerre de 14-18 a fini en 19, nous pensons vous réinviter l'année prochaine pour célébrer le véritable centenaire de la véritable fin de la guerre. Cela dit, nous sommes le 30 décembre. Normalement, dans les thématiques, il n'y a pas de brève. Mais j'ai l'idée qu'on peut faire deux exceptions. D'une part, je l'ai déjà dit il y a une quinzaine de jours, mais les suppléments, si on peut les réduire à ça, de votre film Voyage à travers le cinéma français sont les 8 films de développement de votre connaissance du cinéma français sont disponibles en DVD. Et puis d'autre part, je pense que vous parleriez volontiers d'un film sur lequel vous avez écrit quelque chose, qui est le film de Christophe Agou. Qui est un film sur le monde paysan, qui est aussi un sujet qui m'intéresse. Et il y a dans le cinéma français, il y a eu un certain nombre de documentaires. On connaît tous ceux de Raymond Depardon, mais il y a d'autres films. Et notamment, j'ai découvert grâce à un contributeur de mon blog, j'ai découvert ce film que j'ignorais totalement, qui est un film très très bouleversant, qui est la peinture d'une femme de 75 ans qui essaye de survivre. La manière dont elle est maltraitée, et puis on voit certaines péripéties qui arrivent dans un élevage qui sont proches de ce très beau film qui était Petit paysan. Oui, c'est un documentaire qui s'appelle Sans adieu, que je peux vraiment conseiller, mais parce que c'est un film très très émouvant. C'est le genre de film, on voudrait être sûr que le ministre de l'Agriculture ait pu les voir pour essayer de comprendre la souffrance énorme de toute une population. Je vous remercie. C'est sur cette recommandation que nous allons terminer l'année civile, en remerciant nos auditeurs qui nous soutiennent et qui, autour d'eux, font savoir que nous sommes accessibles grâce à la toile, grâce aussi à Nouvelles Écoutes, la société qui nous produit, et à Julien Neuville, grâce au studio L'Arrière-Boutique, et en l'occurrence à Adrien Beccaria qui nous a enregistré aujourd'hui une émission qui était préparée avec Charlotte Montier. Et la semaine prochaine, ce sera donc la 3e de nos traditionnelles
émission thématique d'hiver. Elle portera sur le journalisme et ses responsabilités, et j'ai réuni autour de cette table un journaliste français, François Dufour, qui publie les quotidiens pour les enfants et pour les adolescents, et 3 journalistes étrangers, un journaliste suisse, Richard Verly, le correspondant du Temps, un journaliste italien, Paolo Levi, qui est à la fois le correspondant du quotidien La Stampa et aussi l'un des journalistes de l'agence italienne ANSA, et John Tagliabue, qui a pendant très longtemps été à Paris pour le New York Times. Il avait d'ailleurs couvert beaucoup d'autres pays européens pour le New York Times. C'est donc avec eux que nous discuterons, que nous aurons une conversation sur la responsabilité du journalisme. Je vous souhaite une bonne fin d'année. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour cette 3e émission thématique.